Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants, ravi de vous retrouver à travers cette deuxième séquence de votre cours de gestion des ressources humaines. Voilà, donc la dernière séance, nous avons mis l'accent sur la finalité du cours. On a commencé le premier chapitre dédié au fond aux approches disons, de la GRH, c'est-à-dire les approches qui ont fondé la GRH. Nous avons présenté le premier modèle, disons, du facteur humain, à savoir la conception taylorienne de l'homme. Et on avait dit qu'à travers cette théorie, on a trouvé que l'homme, l'individu, était considéré comme un facteur de production, comme un coût qu'il fallait gérer, minimiser, puisque on est toujours dans le cadre de cette conception rationnelle, d'accord, qui consiste à, disons, toujours à maximiser les objectifs et à minimiser les moyens. Et après cette école classique, on a assisté à l'émergence d'une autre version, toujours de cette approche classique, parce que moi je considère toujours que l'école des relations humaines, c'est une école qui s'inscrit dans l'approche classique, disons, de la composante humaine, mais avec, bien sûr, une nouvelle méthode, avec de nouveaux outils, et avec de nouvelles pratiques. Alors, à travers ce deuxième point de ce premier chapitre, nous allons développer ce qu'on appelle la rationalité sociale. Alors, on va passer d'une rationalité purement économique, qui vise, si vous voulez dire, les objectifs purement économiques, à une approche qui va prendre en considération aussi bien les objectifs économiques que les objectifs sociaux. Et donc, on va parler d'une rationalité sociale. Donc, l'école des relations humaines, qu'on considère aujourd'hui comme étant l'école qui a participé, contribué largement au développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion des ressources humaines. Donc c'est une première approche réelle de la dimension humaine dans les organisations. Donc elle va mettre l'accent sur la réalité sociale dans le schéma organisationnel et va essayer de donner un regain d'intérêt à la composante humaine. Et on va passer d'une, si vous voulez dire, d'une dimension mécaniste à une dimension humaine, si vous voulez dire, on va passer de la question disons, le fait de considérer l'homme, parce que c'était en fait une approche très répandue comme l'homme-machine. L'homme-machine, ça veut dire on considérait l'ouvrier comme une machine qui doit fonctionner d'une façon prédéterminée selon des normes qui sont bien précises. Mais on va aller de la logique mécanique à la logique sentimentale. Sentimentale, ça veut dire on va insister sur la dimension psychologique, la dimension sociale de l'individu en milieu de travail. Et parce que dans la conception taylorienne, on n'a pas abordé un peu l'individu dans sa dimension sociale, c'est-à-dire est-ce qu'il appartient à des équipes de travail, quelles sont les relations entre les ouvriers, comment fonctionnent les groupes de travail, comment on prend la décision, comment on répartit le pouvoir, comment par exemple on communique en groupe, parce que le management était divisé en des unités élémentaires de telle sorte que la communication n'est pas nécessaire entre les individus et entre les opérations. Et parce que peut-être selon une approche classique, cette communication entre les membres, c'est une perte de temps et en fait c'est un gaspillage. Et c'est la raison pour laquelle Taylor n'a jamais insisté sur l'opération, ou bien il insiste seulement sur la tâche. C'est-à-dire c'est la plus petite unité réalisée d'un travail. Et même la tâche, il a été divisée en des gestes, et chaque geste, il est chronométré. Ça veut dire il y a
le nombre de secondes ou bien de minutes dans chaque geste, et chaque geste, comment il doit être réalisé. Donc c'est comme si on est dans le cadre d'une grande machine définie par des hommes, eux-mêmes considérés comme des machines, parce que leur comportement est standardisé. Leur comportement est standardisé dans la mesure où il n'y a pas droit à l'erreur, la rémunération, le rendement, il est au salaire, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de votre cours de première année. Quel est le fondateur de l'école des relations humaines? C'est Elton Mayo. Alors Elton Mayo, vers les années 20, il va mettre l'accent sur le fait que les salaires et les conditions de travail ne sont pas suffisants pour motiver l'homme en milieu de travail. Parce que Taylor, il avait une approche matérielle de la motivation. Ça veut dire pour lui, c'est la rémunération, elle est à la tâche, c'est-à-dire que plus l'ouvrier il travaille, plus il va être rémunéré. C'est ce qu'on appelle le salaire au rendement. Et donc c'est une approche purement matérielle. Et si l'idée il était originale à l'époque, c'est que est-ce qu'un bon salaire et de bonnes conditions de travail sont une condition de motivation de l'ouvrier en milieu de travail. Donc bien sûr, l'objectif de tout cela, si l'ouvrier il est assez motivé, il va être impliqué dans la production. Donc pour plus d'implication, pour plus de participation. Donc les expériences auxquelles il a participé montrent en fait que la production peut augmenter avec l'attention portée aux salariés. Et ici, on ne parle pas du salaire, on ne parle pas des conditions de travail, mais juste le fait de faire attention, de montrer aux ouvriers qu'ils sont importants et que leur comportement, leur bien-être nous intéresse, déjà, ça c'est un facteur de motivation au milieu de travail. Voilà, ça c'était l'idée auxquelles aboutissent toutes les expériences qui ont été réalisées par un groupe de chercheurs, bien sûr, avec Elton Mayo, dans les années 30 à la Western Electric Company, surtout au niveau de l'usine Houghton. Alors, ils ont pris comme échantillon des ouvrières qui travaillaient sur des chaînes de montage des postes téléphoniques, et qui va donner naissance au courant des relations humaines. C'est à partir de cette expérience, c'est une expérience pratique qui va représenter un passage, si vous voulez dire, de l'approche un peu purement traditionnelle, une approche sociale. On va passer d'une approche production à une approche sociale du facteur humain. Alors, la première idée, c'est qu'il va y avoir une interdépendance. Alors, l'idée, d'une façon très simple, est la suivante, c'est qu'il y a interdépendance des facteurs techniques et humains dans les organisations. Ça veut dire il ne faut pas penser qu'il fallait traiter la question production, etc., d'une façon indépendante par rapport aux facteurs humains. Ça veut dire que les deux sont rattachés. C'est-à-dire on ne peut pas résoudre un problème technique sans penser aux facteurs humains, ni l'inverse. Deuxième idée, c'est que les besoins humains sont complexes. Alors, contrairement à ce que pensaient les chercheurs classiques, c'est que les besoins humains, ils sont un peu complexes. Alors, que veut dire complexe? Ça veut dire que ce n'est pas une question juste de répondre à des besoins fondamentaux, à des besoins, par exemple, un salaire qui juste suffit pour manger, pour avoir un logement, mais je crois que la question elle est trop complexe. Ça veut dire que les aspirations et les attentes des ouvriers ne sont pas les mêmes, ils sont divers et diversifiés. Et c'est la raison pour laquelle on va trouver par la suite que Maslow, il va nous présenter la fameuse pyramide de Maslow qui présente 10 niveaux au niveau des besoins, les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'épanouissement.
l'expression des solidarités de groupes tissés dans un milieu de réseau informel. C'est-à-dire, on va découvrir qu'à côté des groupes formels qui sont définis par la hiérarchie, il y a des groupes informels. Et dans le cadre de ces groupes informels, qu'il y a des interactions, qu'il y a des relations d'échange entre les ouvriers, et qu'il faut identifier ces groupes formels et voir comment ils fonctionnent pour aller dans le sens de leur implication dans le processus de production. Aussi, il y a la nécessité pour l'entreprise de produire une organisation de travail capable d'intégrer ces différentes dimensions. C'est-à-dire, on a besoin d'une organisation, pourquoi pas un management, qui va chercher l'équilibre, surtout entre la dimension sociale et la dimension économique qui est centrée sur la production, la productivité. Alors, deuxième approche, il y a, à part l'approche des besoins, il y a l'approche de la motivation. Et donc, l'approche de la motivation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des travaux qui vont apparaître dès les années 50 dans le domaine de la motivation, les années 30, 40 jusqu'aux années 50, inspirés directement des développements de l'école des relations humaines. Alors, il y a la fameuse pyramide de Maslow, comme je l'ai déjà dit, qui vont d'abord renouer avec l'idée que tout individu agit parce qu'il est motivé et spécifie ensuite que l'essentiel de ses motivations est déterminé par un ensemble de besoins hiérarchisés. Donc il y a déjà une idée, selon ces auteurs, c'est que les besoins sont hiérarchisés. C'est-à-dire on commence par les besoins fondamentaux jusqu'aux besoins, bien sûr, du sommet de la pyramide. Deuxième idée, c'est que, toujours pour Maslow, elle veut dire que l'ouvrier, une fois il arrive à satisfaire les besoins de niveau 1, qui va le motiver, c'est les besoins de niveau 2, hein, qui vont être la prochaine. Donc, et une fois il va satisfaire les besoins de niveau 2, par exemple de sécurité, la nouvelle source de motivation, ça va être le niveau 3, etc. etc. Et donc finalement, l'idée tout simplement de la pyramide, c'est qu'il y a une hiérarchie des besoins, et le salaire, ou bien la récompense qu'on va donner aux ouvriers, c'est en fonction de cette hiérarchie. C'est-à-dire qu'il faut commencer tout d'abord par satisfaire les besoins physiologiques, ensuite, et à un certain moment, le salaire, les récompenses, ils vont pouvoir permettre à cet ouvrier d'être satisfait en passant par toutes les... Bien sûr, cette théorie, on peut la critiquer à plusieurs niveaux. Est-ce que dans la réalité, toujours dans l'esprit il y a une hiérarchie? Est-ce que c'est la seule façon de motiver l'ouvrier? Est-ce que la question de la classification des besoins, il pose même un problème parce que les besoins, ils sont personnels? Il y a donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'analyser cette hiérarchie en termes de compétences? Donc il y a plusieurs critiques qui ont été adressées à la pyramide de Maslow. Il y a aussi les travaux de Frédéric Herzberg qui vont se diffuser rapidement. Donc Herzberg refuse le principe de la hiérarchie des besoins, c'est ce que j'ai dit. Pour lui, il considère que eux aussi, ils peuvent être actifs simultanément. C'est-à-dire que dans la réalité, je ne suis pas obligé de commencer par les besoins physiologiques et après les besoins... Non, non. Moi, je suis un jeune, par exemple, compétent. Pourquoi ne pas avoir un salaire et des récompenses qui me permettent dès le début de satisfaire tous les besoins? Parce que si j'arrive à être... Dès le début, je dois être intégré. Je ne vais pas attendre 3 ans, 4 ans. Mon salaire, il doit me permettre d'être satisfait sur le plan primaire, d'être sécurisé. Je dois appartenir à un groupe. Je dois être estimé dès le premier jour. Je ne vais pas attendre pour que je puisse atteindre l'estimation et la considération. Non. Dès le début, je dois avoir une stratégie de carrière. Depuis le premier jour de travail dans une entreprise. Donc, je ne vais pas rester et attendre 20 ans pour réaliser mon projet professionnel ou bien pour réaliser ma stratégie de carrière. Donc, mais il reconnaît l'existence d'un autre principe de discrimination fondé sur la distinction entre les facteurs d'ambiance et les facteurs de satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a 2 facteurs, ce qu'on appelle les facteurs d'hygiène. On a des facteurs qui sont relatifs, par exemple, aux conditions de travail, au salaire. Et il y a des conditions qui sont appelées les
facteurs de satisfaction, c'est-à-dire que les facteurs d'ambiance, ce sont des facteurs qui doivent obligatoirement être réunis. Par exemple, moi, pour que je puisse travailler correctement, je dois avoir un bon salaire, je dois avoir de bonnes conditions de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs, en fait, d'insatisfaction. C'est-à-dire, si ces facteurs sont réunis, je vais travailler correctement. Mais le fait que ces facteurs, ces conditions ne sont pas réunies, je vais être considéré comme étant insatisfait. Mais est-ce que le fait d'avoir un bon climat de travail, c'est-à-dire des conditions de travail bonnes et un salaire, etc., ça, c'est une condition de motivation? Non. Selon l'auteur, ces éléments ne représentent pas une condition. Ce sont les deuxièmes facteurs, la deuxième catégorie de facteurs qui représentent une condition de motivation. Quels sont ces éléments? Par exemple, un bon climat social, de bonnes relations, la considération, l'estime, travailler en projet, la participation dans ce sont des facteurs qui, en fait, assure mieux, bien sûr, la motivation du ouvrier que par rapport aux premiers facteurs. Donc, les premiers facteurs sont les facteurs d'insatisfaction, mais les deuxièmes facteurs, on met les facteurs de satisfaction. Il y a aussi une théorie de la motivation cognitive, ce qu'on appelle la théorie de l'expectation. Pour les théoriciens de la motivation cognitive, l'être humain va adopter un comportement en milieu de travail qu'il pense que celui-ci peut conduire au but désiré. C'est-à-dire que mon comportement, il est en fonction des conséquences et des résultats de ce comportement. Donc cette approche, il va reprendre à son compte certains prolongements de la théorie behavioriste, en insistant sur le fait que la perception du résultat de l'action est aussi déterminant sur la motivation que la détermination du besoin. Donc ici, par exemple, on a le besoin, on a le stimulus, on a la motivation, on a l'action et on a le résultat. Donc, on commence par exprimer un besoin. Il y a des stimulus, donc ce sont des théories qui sont très très célèbres, surtout dans le domaine purement scientifique. On a un stimulus, on est motivé, on passe à l'action et on attend un résultat. Donc, cette théorie-là, par exemple, on vous dit que plus, par exemple, plus, l'ouvrier, il prévoit une rémunération importante, plus son travail, il va déboucher sur une rentabilité importante ou bien une productivité importante. Il y a là plusieurs théories, la théorie de l'équité, la théorie par exemple de l'expectation, mais généralement la motivation, elle dépend des attentes bien sûr de l'ouvrier par rapport à la production qu'il réalise. Il y a aussi l'approche de l'acteur et du système. Ici, je fais appel à Michel Crozier, à Friedberg, surtout dans un ouvrage très très célèbre à l'échelle mondiale qui est appelé l'acteur et le système. Alors ici, à travers l'auteur Bernoux, donc nous allons présenter les idées de l'auteur. Alors, il y a des postulats, ça veut dire il y a des hypothèses de base qui fondent bien sûr cette théorie-là. Alors, récapitulons, depuis que j'ai commencé, pour l'approche classique, la problématique était comment produire d'une façon efficace. Avec l'école des relations humaines, la problématique était comment motiver l'ouvrier. Faites attention, j'ai dit motiver l'homme au travail. Mais je n'ai pas dit participer. On n'a pas parlé de la participation. Donc, c'est la raison pour laquelle on va dire que cette approche de l'école des relations, elle reste toujours dans le cadre de l'approche traditionnelle. Parce que l'approche moderne veut dire comment faire participer l'ouvrier au milieu de travail. Donc, tout ce qu'ils ont fait, au lieu de dire que l'ouvrier, il doit juste produire pour être récompensé d'une façon matérielle, mais ici, on doit le motiver parce que la motivation, il va le conduire à produire plus et avoir une productivité beaucoup plus importante. Donc, avec l'approche de l'acteur et du système, le premier postulat, il n'y a pas d'acceptation inéluctable chez l'individu de servir la stricte rationalité de l'organisation. C'est-à-dire, l'ouvrier, selon ses auteurs,
il n'est pas fait seulement pour travailler et il ne doit pas suivre seulement la logique de la rationalité. C'est-à-dire, il doit toujours produire plus, il doit toujours être au service de l'organisme. Mais il y a d'autres dimensions à prendre en considération à côté, bien sûr, ça veut dire que les attentes ou bien les aspirations, disons, ne sont pas toujours liées à la tâche de production. Deuxième postulat, je m'excuse, ça c'est postulat, c'est pas postulat, postulat. Dans l'organisation, tout individu dispose d'une marge d'autonomie, d'une liberté relative. Il ne faut pas considérer que l'ouvrier, c'est un serf ou bien un esclave. Mais l'ouvrier, c'est une personne qui est libre et qui est autonome, indépendant et qui, en fait, effectue ses choix avec une liberté sans aucune influence, mais toujours dans la limite de la hiérarchie et par rapport, bien sûr, à un règlement intérieur et cette marge de liberté, en fait, elle est relative. C'est-à-dire, l'ouvrier, des fois, il peut décider d'être impliqué ou non, il peut refuser certaines recommandations, il peut refuser carrément de travailler, etc. Donc finalement, il faut prendre. L'ouvrier n'est pas une machine qui ne va qu'exécuter à la lettre les ordres de la hiérarchie ou bien du supérieur. En tant que subalterne ou bien subordonné, il a toujours cette liberté de refuser ou bien il a une capacité de gérer cette liberté qui est... Pourquoi j'ai dit relative? Parce qu'il y a des contraintes au niveau de l'organisation. Troisième postulat, la dynamique de l'organisation, donc c'est deux, si je m'excuse, de l'organisation s'inscrit dans les jeux de pouvoir pour lesquels les stratégies sont toujours rationnelles, mais d'une rationalité, je m'excuse, limitée. Donc ici, la rationalité, elle existe, mais elle n'est pas parfaite, comme ça a été dit par l'approche néoclassique, ou bien indirectement, elle est présentée par les approches traditionnelles. Ici, je vise l'école classique et l'école des relations humaines, parce qu'on indirectement, ils ne disent pas ça, mais implicitement, ils visent une rationalité parfaite. Et si à travers cette approche de l'acteur et du système, on va considérer que la rationalité, elle est limitée. Donc, limitée, pourquoi? Donc, ici, on a trois raisons qui poussent, bien sûr, qui expliquent pourquoi la rationalité est limitée. Déjà, la rationalité est limitée, ne peut pas être parfaite, parce que la capacité cognitive des individus, elle est limitée. Donc, il y a incertitude, il y a imprévisibilité, tous ces éléments font que les décisions économiques ne peuvent pas être des décisions optimales, rationnelles, efficaces à 100%. Donc le premier élément, c'est le pouvoir. C'est la capacité de A à faire agir B. Donc il n'est pas seulement lié à l'exercice des responsabilités formelles, mais il résulte de multiples formes, pression à un double caractère relationniste et conflictuel. C'est-à-dire que finalement, il y a d'autres enjeux. C'est pas simplement j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, vous allez m'obéir. Donc je peux obéir comme je ne peux pas obéir. Je peux résister par exemple à une décision. Donc il y a d'autres dimensions qui interviennent au niveau de la prise de décision. Il y a aussi la zone d'incertitude. Alors l'incertitude existe à tous les niveaux de l'organisation et qui confère une plus ou moins grande autonomie aux acteurs et par là même une source plus ou moins étendue de pouvoir. Et puisqu'il y a incertitude, je crois que avec l'incertitude, c'est très difficile d'aller dans le sens d'une rationalité parfaite. Parce que la rationalité parfaite exige qu'il y ait une information parfaite, exige du comportement des agents économiques, qu'ils soient producteurs ou bien qu'ils soient consommateurs, et un comportement, si vous voulez dire, qui va dans le sens de la réalisation d'un seul objectif et unique, à savoir la maximisation du profit, la maximisation de la production et pour le consommateur, la maximisation de la satisfaction. Donc, dans tous les niveaux de l'organisation, il y a une autonomie, bien sûr, relative des acteurs qui fait que chaque acteur, il a des enjeux parce que depuis la première leçon en management, on vous dit que l'entreprise, par exemple, est une unité de production. L'entreprise est une unité de répartition. L'entreprise est une unité sociale. L'entreprise est une unité autonome. L'entreprise est un système politique parce qu'il y a des jeux
Il y a des antagonismes, il y a des jeux de pouvoir. L'entreprise, c'est un espace de gouvernement. Donc finalement, il y a en fait les rapports de force entre, bien sûr, les membres d'une organisation. On ne peut pas considérer que l'organisation, c'est une machine qui fonctionne d'une façon déterminée. On va éviter. Moi, il y a des conflits, il y a des résistances, il y a le système d'action concret. Toute organisation est composée d'acteurs qui structurent leurs relations. Ça veut dire que les relations, elles sont structurées d'une façon, bien sûr, déterminée pour pouvoir définir un système d'action concret. Par exemple, au niveau des stratégies, par exemple, au niveau du comportement stratégique des acteurs. Donc, il y a donc l'approche de Crozier milite pour une sociologie des organisations. Et c'est à partir du moment où on a considéré que l'entreprise est un système, bien sûr, si vous voulez dire sociologique, et avec la sociologie des organisations, on a commencé à considérer une nouvelle problématique, à savoir l'homme doit être pris dans sa dimension historique, culturelle, sociologique, etc. Donc, on a exigé l'implication et la participation de l'ouvrier dans le processus de décision. Donc, cette sociologie des organisations, il va un peu rompre avec l'approche traditionnelle, et c'est pourquoi il faut marquer bien sûr ce passage vers les années 80 du XXe siècle. Donc l'analyse des relations de pouvoir, ils vont s'élaborer dans et par les situations de travail. Donc les membres d'une organisation qualifiée d'acteurs, ils disposent de marge de manœuvre et de possibilités d'action, dont leurs comportements peuvent donc être évalués comme de véritables stratégies. Donc il y a un jeu de stratégie au niveau des organisations et qui est déterminé en fonction de leur objectif personnel. On va prendre en considération les aspirations de ces ouvriers et qui sont mises en œuvre dans un contexte plus ou moins hostile. Donc il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'harmonie comme le prétendent les libéraux, c'est-à-dire les intérêts sont compatibles entre employeurs et employés, mais il faut prendre en considération ce contexte qui est agité. Dernier point, c'est l'approche par la culture, et là je ne vais pas trop tarder parce que la dimension humaine, elle est appréhendée à travers l'appartenance socio-culturelle des ouvriers. Parce qu'il faut ici prendre en considération le modèle culturel de ces ouvriers. Est-ce que c'est un modèle culturel masculin, disons masculin, ou bien féminin, ou bien est-ce que le modèle, c'est un modèle basé sur des valeurs d'une telle ou telle religion, ou bien quelles sont les habitudes, quelles sont les mœurs, quels sont les héros, etc. Donc il y a un ensemble d'éléments à prendre en considération pour pouvoir gérer la composante humaine. Et sur ce, bien sûr, je vais donc mettre fin à cette deuxième séquence. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la prochaine séance. Merci.